Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin de journée désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des warnings sur les marchés qui sont en train de rougir avec une séance lourde pour entamer cette semaine dans le sillage déjà d'une situation un peu compliquée. On a vu l'échéance trimestrielle vendredi sur les marchés qui a amené pas mal de volatilité, voire de chahut, un chahut qui se prolonge aujourd'hui avec une ouverture en gap baissier hebdomadaire sur les indices européens, une situation qui se complique donc alors que on a vu la bourse de Hong Kong chuter encore de plus de 3% ce matin avec le sujet chaud du moment qui est le risque Evergrande sur le marché chinois et le marché immobilier notamment. Evergrande qui doit faire face cette semaine à des repaiements d'intérêts sur certains prêts bancaires et sur certaines obligations. Toute la question est de savoir si ces intérêts seront repayés d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on va organiser une forme de défaut autour du géant immobilier chinois? Est-ce que Pékin est prêt à laisser Evergrande faire faillite purement et simplement? C'est la question qui anime les marchés et qui tétanise un peu les investisseurs en ce début de semaine. Notez que hormis Hong Kong, les marchés domestiques en Chine étaient fermés aujourd'hui, ainsi que les marchés japonais ou encore coréens. Le plan de trading de la semaine, plus indispensable que jamais, justement avec cette ouverture en nette baisse. On perd 2% à mi-séance sur les indices actions en Europe. Topo complet donc à suivre avec Romain Daubry de Bourse Direct. Et puis bien sûr, la semaine sera marquée par des réunions de banques centrales et notamment celle de la Réserve fédérale américaine qui commencera demain sa réunion de 2 jours avec également des enquêtes de conjoncture pour le mois de septembre qui seront attendues un peu plus tard dans la semaine, les enquêtes PMI pour les secteurs manufacturiers et des services. On parlera de la situation macro et des enjeux de cette réunion pour la Fed cette semaine avec Thomas Kosterg qui sera avec nous en visioconférence dans cette demi-heure depuis Genève chez Pictet Wealth Management. Le mois de septembre semble prêt à tenir toutes ses promesses de mois historiquement négatifs sur les marchés. Une séance lourde pour commencer la semaine. Les infos clés avec Alix Nguyen. La bourse de Paris connaît une forte baisse à la mi-journée. Le marché dans son ensemble fait les frais de la chute du secteur immobilier à Hong Kong, lui-même sous l'effet de l'affaire Evergrande, que certains qualifient déjà comme le Lehman Brothers chinois, alors que vendredi n'était autre que le 13e anniversaire de la chute de la banque américaine qui provoquait la crise financière de 2008. Plus précisément, et pour rappel, les investisseurs redoutent l'incapacité du promoteur immobilier à honorer des versements d'intérêts obligataires et des échéances bancaires dues cette semaine, entraînant le secteur financier dans son sillage. Très exposé à l'immobilier, l'assureur Ping An chute de plus de 5%. À noter qu'en Asie, les marchés japonais, chinois et sud-coréens sont fermés aujourd'hui. Cette semaine, la vigilance sera sans doute de mise avant la décision monétaire de plusieurs banques centrales, dont la Fed qui se réunit mardi et mercredi. Son comité de politique monétaire devrait entamer le processus de réduction de ses achats d'actifs. Le marché n'attend cependant pas d'annonce avant novembre-décembre, une déduction du fait des mauvais chiffres de l'emploi du mois d'août. La décision monétaire et les nouvelles projections économiques de la Fed seront annoncées mercredi soir avant la conférence de presse de Jérôme Powell, celle de la Banque du Japon mercredi et jeudi enfin ce sera au tour de la Banque d'Angleterre. Et puis un indice à l'honneur aujourd'hui, l'indice vedette de la bourse de Francfort, le DAX. Ce lundi marque le jour de sa recomposition. Il passe de 30 à 40 valeurs. C'est la réforme la plus importante de l'indice lancé en 1988. On termine avec les valeurs à suivre. ArcelorMittal perd environ 5%, alors que les cours du minerai de fer n'en finissent plus de chuter, désormais sous les $100 la tonne en Asie, soit une baisse de 60% depuis leur record. Au niveau européen, le stock 600 des ressources de base chute d'environ 5%. Les valeurs du luxe font aussi les frais de la conjoncture chinoise. LVMH, Kering et Hermès perdent entre 2 et 3%. Idem pour le secteur automobile, à l'instar de Renault et Stellantis, pour qui les craintes sur la Chine viennent s'ajouter à la pénurie des semi-conducteurs. Et puis les banques sont également sous pression. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale cèdent entre 4 et 5% dans le sillage du secteur financier à Hong Kong et en Europe.
Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Et c'est donc peut-être un moment make or break sur les marchés. Le plan de trading, comme chaque lundi, à 12h30 dans Smart Bourse, c'est avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Salut Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous étiez là déjà vendredi pour l'échéance trimestrielle. Et c'est finalement la suite de la discussion qu'on avait vendredi au sujet de ces mouvements de marché de plus en plus chaotiques. On avait déjà quelques warnings allumés ces derniers jours qui sont en train de se confirmer en ce début de semaine avec une ouverture très moche quand même ce matin, un gap baissier hebdomadaire sur les indices européens. Alors, je vous cite, Romain, dans la petite note du jour que vous écrivez, le pire n'est pas encore certain, ou en tout cas, pas pour tout de suite. Ben oui, ça résume l'ambiance du jour. Je suis toujours d'accord avec moi. Ah bah oui, c'est écrit en gras en plus. Oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que déjà, on est allé chercher la première zone cible sur l'indice parisien. Hein. On en parle depuis suffisamment de temps. La zone 6350, 6400 aux alentours. Alors en fait, c'est 6352,5, 6426 sur le futur CAC 40. On a décalé nos niveaux parce qu'on a changé d'échéance depuis vendredi soir sur les marchés dérivés. On passait sur l'échéance d'octobre. Il y a quelques points de moins sur le futur. Donc on a réajusté nos points. Le 6581,5 qui était notre niveau d'alerte est devenu 6565. On l'a testé en fin de semaine dernière. On a clôturé un peu en dessous. Et donc on ouvre en gap baissier brutal ce matin et on est allé chercher directement quasiment la première cible ou aux alentours du mouvement baissier. On va le détailler. En tout cas, on en est vraiment pas loin. Alors pourquoi il est pas certain ? Parce que il y avait de l'incertitude sur les indices américains. Ça s'est ensuite traduit par des structures de bougies qui montraient une invalidation possible du mouvement haussier. On n'a pas en revanche de figure de retournement baissière sur les indices américains à ce stade. En tout cas, pas sur le S&P et le Nasdaq. Je les ai cherchés un peu. On ne voit pas en journalier de figure de retournement baissière. On a des figures qui marquent au moins une pause. On va voir comment se dessine tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de raison d'accélérer. Et comme par hasard, ça colle très bien avec le timing de la semaine et notamment l'attente vous le disiez, du communiqué et du discours de Jerome Powell mercredi soir à partir de 20h et puis 20h30, où on va en savoir plus sur l'éventuelle politique de réduction de soutien et du calendrier. Donc, tout ça est assez canalisé, somme toute. On baisse brutalement. Brutal mais canalisé, écriviez-vous vendredi, je crois. Oui, ça c'est quand on évolue encore à l'intérieur sur le futur. C'est encore plus brutal aujourd'hui, mais ça reste toujours canalisé. Ça reste canalisé, on est allé chercher une cible graphique, on a évolué autour de 6426 toute la matinée, un petit peu en dessous. On a de bonnes chances d'aller chercher ces niveaux complémentaires, ça risque de secouer un petit peu à l'ouverture des marchés américains qui vont ouvrir aussi après une nouvelle échéance importante, on le rappelle, avec des volumes colossaux échangés sur les indices américains. Petit bémol d'ailleurs, on disait 40% de volume en plus. Il faut rappeler que les indices sont 40% de volume plus haut qu'au mois qu'il y a un an et demi. Donc il y a aussi cette notion-là, mais il y a quand même des volumes qui sont colossaux. Donc ça risque de secouer encore un peu. Maintenant, on n'a pas ces structures de retournement baissière. On a en tout cas chez nous, des figures, effectivement, sur le CAC. Sur les indices US, c'est moins marqué. Regardons justement les indices directeurs, les marchés américains. On zoomera bien sûr sur le CAC 40 avec vous, mais prenons l'indice S&P 500 avec une configuration hebdomadaire. Effectivement, on voit bien qu'il y a une alerte de court terme qu'il va falloir suivre de près. Exactement. On n'en est pas loin. Sur les futurs, on évolue autour là pour l'instant. Donc là, c'est un graphique hebdomadaire arrêté à vendredi soir. C'est le CAC, le S&P 500 cash, donc pas le futur qui est déjà ouvert et en baisse pour l'instant. On voit qu'on avait un canal haussier de moyen terme au sein duquel on évoluait depuis novembre dernier, donc presque un canal de long terme maintenant. Et on avait travaillé à l'intérieur des bornes très proprement. On a été allé tester et clôturer un peu en dessous de la borne basse vendredi dernier avec du volume. Alors toujours dans des considérations techniques. On positionne donc notre alerte de court terme un petit peu en dessous, 4372, avec le niveau à défendre, au risque de déclencher une baisse complémentaire. Il y a de bonnes chances qu'on rompe ce niveau-là, compte tenu du contexte, de la volatilité, du stress, pour aller chercher des extensions un petit peu plus basses. C'est de l'ordre de 3 à 4%, et on retrouve ces 3 à 4% par rapport à la clôture de vendredi soir sur la plupart des indices. Donc des mouvements qui sont assez harmonieux aussi sur la plupart des indices. Pour l'instant. En revanche, en zoomant, alors je ne l'ai pas fait sur le S&P parce que je cherchais une figure justement de retournement journalier et elle est déjà en passe d'être invalidée. Il y avait peut-être même un biseau, c'est-à-dire une figure de pause avant de reprendre une tendance haussière.
Pour l'instant, on n'a pas d'éléments propres qui montrent de retournement du marché américain. On a une pause, clairement. On a un arrêt dans la dynamique haussière de moyen terme, voire long terme, qui est avéré. Il n'y a pas de mouvement plus marqué dans l'immédiat. Et puis on voit, j'ai gardé le canal haussier de long terme que le S&P a débordé donc au mois de novembre. Oui. Les vaccins, voilà, toujours la date 9 novembre 2020, voilà. Le changement de configuration de marché total. Exactement. Et donc on voit qu'on en est assez loin et qu'il y a une quinzaine de pourcents sous nos pieds. Et donc des retracements possibles avant, ne serait-ce que de penser à invalider un mouvement très très puissant et de le digérer, de le consolider. Ouais. Donc il n'y a rien d'anormal dans cette configuration, d'autant plus que le contexte, le parcours des marchés, etc. Il y a pas mal d'éléments. On peut aussi rappeler qu'il y a quand même quelques éléments positifs dans le marché. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, il y a du cash. Quand je dis du cash, c'est des gestions qui ont allégé, donc qui ont des liquidités. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, donc du cash. Des politiques de soutien, toujours qui sont là, même si elles sont en passe d'être peut-être limitées ou réduites, mais c'est quand même très, très fort. Il y a un consensus acheteur sur repli aussi, qui est lié à cette disponibilité en cash. Et puis des opportunités qui commencent à se mettre en place sur certaines valeurs. On en évoquait quelques-unes. Alors, ce ne sont pas des signaux d'achat qu'on a là du tout, mais des valeurs qui sont quand même... basse, c'est jamais un signe, mais qui sous-performe très nettement dans le secteur automobile notamment. Je voyais les équipementiers automobiles. On voit JC Deco qui a perdu 10% vendredi et qui reprend 5%. Qui tient bien aujourd'hui. Hein. Qui rebondit. Donc voilà, il faut pas... Il est trop tôt pour chercher des opportunités d'achat. En revanche, il est bon de se rappeler que pour l'instant, c'est pas une panique à laquelle on assiste. Il y a une rupture, il y a un mouvement baissier et il y a effectivement ces gaps hebdomadaires qui sont lourds de sens. Bon. Un mot rapide du Nasdaq pour dire un mot peut-être la configuration de l'indice des grandes valeurs techno. Lui, pour montrer à quel point le mouvement est puissant, de long terme aussi. Lui, c'est carrément sur une période un peu plus longue. Et c'est un canal haussier de long terme. On voit que le niveau de retracement, il pourrait jouer aux alentours de 14 500 points sans qu'il y ait du tout d'invalidation même de la tendance. Et donc, pareil, ces structures en bougie avec avalement baissier qui laisse à penser qu'il y a un risque. Mais pas de danger majeur et on peut retracer de 4-5% sans problème. Oui, c'est ça. Et l'alerte de moyen terme, elle est fixée aussi à 15% plus bas. Vraiment, il faudrait C'est pour ça que vous dites que le pire n'est pas encore certain. On a encore de la marge par rapport à ces canaux haussiers de long terme que vous avez définis sur le S&P, le Nasdaq et les autres. Voilà, sur le Nasdaq, on a de la place pour ne serait-ce que conserver la tendance et juste digérer. Et puis, il n'y a pas de structure de retournement non plus sur le Nasdaq. On n'a pas de figure. On a beau le chercher en zoomant. Il y a pour l'instant juste des signaux de consolidation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du DAX, le nouveau DAX, le DAX 40 depuis ce matin? C'était important de parler du nouveau DAX. On se souviendra de la première cotation du DAX 40 après le DAX 30. Lui, il ouvre avec un gap baissier énorme, important, et avec une structure. On avait un petit canal assez propre. On peut y voir une épaule tête-épaule. On voit ce petit canal en noir et puis cette rupture et l'ouverture pile sous la ligne de coup de ce canal. Donc c'est assez propre, ça donne une cible à 14 370 points. On est dans les mêmes proportions de retracement possible. On voit que le DAX sous-performait complètement. Depuis avril, il ne faisait plus rien et là, c'est la chute. Et on retourne brutalement aussi à l'intérieur du canal haussier de long terme que vous avez en violet. Donc, pareil, un mouvement qui n'arrivait pas à décoller et un besoin de reprendre son souffle. C'est pareil, un gap hebdomadaire. Alors, c'est toujours assez symbolique, c'est assez important. C'est là où on va s'articuler les choses. Donc, autour de ce gap-là, est-ce qu'on va réussir à le combler? Ça, c'est possible cette semaine, compte tenu du contexte. Et voilà, ce n'est pas le sens pour l'instant. Mais en tout cas, c'est au-delà de ce niveau qu'on pourrait imaginer une invalidation déjà de la tendance baissière avant de reprendre une dynamique haussière. Mais on a invalidé les dynamiques haussières, clairement, même à moyen terme. Bon, venons-en au CAC 40. Alors là, c'est le futur CAC, octobre désormais, que vous nous proposez, Romain, en vue journalière. Alors, il y a deux versions pour le futur CAC. Pour donner deux cibles en fait, possibles. Il y a deux scénarios possibles. Scénario possible avec un petit peu pire que l'autre. Donc, je prends le futur CAC 40 en 14 heures, on rappelle, parce que le futur ouvre à 8 heures et clôture à 22 heures. Et donc, c'est 14 heures de cotation. Ça permet de détecter un petit peu plus de choses, d'avoir un peu plus de bougies et donc de voir plus d'éléments. Il y a cette première accélération baissière qu'on a connue à partir du 13 août pour aller former un point bas assez rapidement. Un petit canal haussier de rebond technique. Et puis, cette rupture à partir du 1er septembre et une nouvelle accélération baissière. Et donc, si on duplique la première accélération baissière, on arrive à 6324 et donc bien dans cette zone 6424,5, 6352,5, un peu en dessous, qui est vraiment un niveau important. On le retrouve d'ailleurs avec nos options, ces niveaux. Donc sur le futur octobre, gros niveau de couverture, il n'a pas duré longtemps, 6600, 6650. Ensuite, c'est 6004. On évolue autour ce matin. Ouais, c'est ça, c'est la zone sur laquelle on est posé là. Je crois au plus bas. On évolue autour de ces 6004. Et puis en dessous, il n'y a rien jusqu'à 6002. Donc, ce risque d'accélération complémentaire, il existe toujours avec ce grand gap baissier. Encore une fois, 6002, ça nous ferait
perdre presque 10% par rapport au sommet de 6900 points du 13 août. C'est ça. Voilà. Et donc, encore une fois, la réintégration de la borne haussier du canal de long terme, elle est toujours en violette ici, c'est moins zoomé. Donc, un mouvement qui pourrait être jusque-là assez canalisé, assez propre, assez net. Et donc, effectivement, la version 2 qui nous renvoie vraiment à 6250 ou aux alentours. Là, on y verrait dans ce cas-là, une séance inversée, c'est une autre structure. Ça dépend où on prend les niveaux. En tout cas, tout se joue un peu autour de 6565 pour invalider la baisse. On resterait neutre jusqu'à 6645. Il n'y a pas de... pas pour l'instant, c'est pas du tout le sens, bien entendu. Mais c'est pour montrer que, on va chercher des niveaux techniques. Tout ce qui s'est produit récemment, d'ailleurs, c'est fait de façon assez technique autour des échéances des marchés dérivés, avec des niveaux bien identifiés. Et on rappelle qu'effectivement, les investisseurs avaient beaucoup allégé en avril, mai, juin dernier, et que donc toute cette période, ce mouvement et ces niveaux se font sans drame, puisque il y avait pas mal de cash, et ceux qui voulaient vendre l'ont déjà fait en grosse partie, mais ça reste important. On peut dire que même sur les trackers, sur les paniers de valeurs indiciels, il y a beaucoup à jouer d'ici la fin du mois de septembre. Il y a beaucoup d'enjeux, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Ouais. D'ici la fin du mois de septembre, on a des avalements baissiers hebdomadaires, nombreux, mais on en a aussi probablement mensuels qui se mettent en place en faisant le tour des différents secteurs. Et ça, c'est assez lourd parce que ce sont sur des secteurs forts. Alors, on a sur l'immobilier, les small caps, qui était un secteur qui était fort récemment. Les télécoms, c'est assez important. Et puis, on l'a sur des secteurs comme la finance, qui était vraiment le secteur fort récemment, avec même peut-être une étoile du soir en structure de bougie un peu équivalente à celle du S&P, même plus grande. La santé n'était pas très forte, mais propose ce genre de configuration aussi, d'avalement. La construction et la chimie aussi, qui étaient les secteurs très forts, et l'industrie. Donc, tous ces secteurs-là sont en passe de créer des invalidations fortes mensuelles. Et donc, il va falloir repayer d'ici la fin du mois de septembre. C'est ça que je dis que le pire n'est pas encore certain. Ouais. Les clôtures mensuelles vont être importantes. C'est ça, vraiment les 10 jours à venir. Et comme par hasard, le calendrier confirme ça. Donc, il va falloir que soit on grimpe le mur des craintes, soit on passe dans une autre dimension d'une certaine manière. Exactement. Et il y a en revanche en dessous de 6002 sur le CAC, pas grand-chose non plus, et des accélérations complémentaires bien possibles. Un mot rapide pour conclure de l'euro-dollar, parce que là aussi, c'est un actif qui bouge depuis quelques jours maintenant. On retombe à 1,17. Le dollar se renforce assez nettement. Ouais, quand je vous disais graphiquement qu'il est compliqué, on voit une épaule tête-épaule qui s'est mise en place depuis un an, avec donc un retournement et beaucoup d'oscillations autour de 1,1810. On va dire cette oblique noire que vous avez là, qui était aux alentours de 1,1810. On repasse en dessous la semaine dernière, assez brutalement, après une invalidation contre un 19,09. L'enjeu, c'est de préserver un 17,10, on est autour là, et donc un 17, on va dire, autour, au risque d'accélérer, un 16,06 derrière, et puis si on confirme la structure en épaule-tête-épaule, c'est la zone cible 1,11,04, 1,12,25. On remarque un tout petit peu d'augmentation de l'intérêt sur la position nette spéculative depuis 2 semaines, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui nous amène à parler de la réunion de la Fed cette semaine, c'est dans un instant avec Thomas Kosterk chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup Romain. Merci. Romain Aubry avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Thomas Kosterk donc avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. Si on prend la situation domestique américaine, il y a des petits sujets périphériques dont on pourra parler avec vous, mais sur le plan de l'équation domestique pour la Réserve fédérale américaine, quel est l'enjeu de cette réunion? Est-ce que Jérôme Powell arrive confortablement installé dans un fauteuil en maîtrise totale du calendrier de la Réserve fédérale américaine? Oui, en tout cas, il n'y a pas de maîtrise économique complète, puisqu'on a des chiffres encore mitigés. Le thème principal étant encore le variant Delta, qui a des effets mitigés sur l'économie. On a vu un rapport de l'emploi du mois d'août où il y avait vraiment un effet Delta, notamment sur l'emploi dans les restaurants. Mais par contre, on ne l'a pas vu dans les ventes au détail, qui restent très résilientes, voire même, je dirais, un consommateur qui est en bonne santé. D'ailleurs, c'est notre fil rouge économique à nous. On pense que le consommateur américain voit bien. Mais on sait l'importance du rapport de l'emploi pour la Réserve fédérale. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de décision hâtive, à mon avis, de la Réserve fédérale pour baisser les achats d'actifs, en tout cas à cette réunion-là.
Après, il y a des thèmes non économiques, en particulier 2 thèmes importants, hein, évidemment, mais non économiques. Le premier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bruit qui vient du Congrès américain. Je rappelle qu'il y a beaucoup de deadlines à passer. Il y a besoin d'un nouveau budget pour le 1er octobre. Il y a la question de la limite de la dette. Le Congrès doit aussi voter sur les plans d'infrastructure. Bref, ça fait beaucoup à digérer au Congrès. Ça peut être une source d'inquiétude pour la Réserve fédérale. Et enfin, un autre phénomène qui n'est pas secondaire, hein, puisque Jérôme Powell cherche la renomination pour son poste pour le mois de janvier, pour un nouveau mandat donc, de 4 ans à partir de janvier l'année prochaine. Et forcément, ça voudrait aussi, ça plaiderait en faveur d'une politique plutôt attentiste du point de vue monétaire et éviter toutes sortes de vagues et de remous dans les marchés financiers notamment. Sur les questions qui intéressent le Congrès aujourd'hui, justement, Thomas, donc nouvel exercice fiscal qui commence au 1er octobre pour l'État américain fédéral. Toujours cette question du plafond de la dette, c'est un peu le marronnier habituel pour les économistes américains. À la fin de l'histoire, on sait que ça se termine toujours bien. Est-ce que c'est l'hypothèse centrale toujours aujourd'hui encore, Thomas? Est-ce qu'il faut se méfier quand même de ces limites, de ces seuils, de ces débats et de ces situations de blocage politique au Congrès à l'approche justement de ce plafond de la dette? Alors c'est vrai qu'on a vu une tribune de Janet Yellen qui va pas avec le dos de la cuillère. Si on relève pas le plafond de la dette, c'est le choc économique majeur, la récession, etc. Bon, est-ce que c'est une situation réellement d'alerte de ce point de vue-là, Thomas? Non, la réponse est non. Hein. Évidemment, les États-Unis ont en tout cas la capacité financière de payer leurs dettes et certainement le feront. Maintenant, voilà, les parlementaires américains ont la fâcheuse habitude d'attendre le dernier moment. Et on a vu ces dernières années, à chaque fois qu'il y a cet épisode de la limite de la dette, on attend davantage encore la dernière limite à chaque fois. Hein, d'où des craintes que cette fois-ci, qu'on passe minuit et que, j'allais dire, que le carrosse se transforme en citrouille. Mais moi, je pense qu'il y aura certainement du stress autour de la deadline quand même, mais in fine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'en effet, les membres du Congrès utilisent cette deadline technique et financière pour faire du levier sur d'autres parts de législation budgétaire notamment, et ça ne devrait pas être le cas. Voilà, c'est regrettable. Bon, mais en tout cas, ça ajoute effectivement un point de pression supplémentaire dans le paysage global des marchés pour terminer ce mois de septembre. La situation chinoise, effectivement, le risque de défaut d'Evergrande, alors beaucoup font le parallèle avec Lehman il y a 13 ans. Est-ce que c'est un parallèle qu'on peut accepter, Thomas, ou est-ce que c'est deux histoires qui n'ont rien à voir? Et du point de vue de la Fed, qui doit rester vigilante face aux risques de marché, comment est-ce que cette situation peut s'intégrer effectivement dans son équation? Oui, alors pour la Réserve fédérale, je pense qu'il y aura c'est surtout les thèmes domestiques qui devraient dominer. Je l'ai encore dit, c'est cette image assez mitigée de l'impact du variant Delta sur l'économie américaine, mais globalement une économie qui va bien, et donc une Réserve fédérale qui devrait quand même continuer sur son calendrier, qui est une réduction des achats d'actifs, soit pour le mois de novembre, soit pour le mois de décembre, et probablement au mois de novembre. Là où les problèmes chinois pourraient rentrer en compte, on sait que le board à Washington, c'est-à-dire les gouverneurs de Washington DC, sont un peu plus sensibles aux aspects internationaux que leurs collègues les membres régionaux de la Réserve fédérale, qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à la situation domestique. On pourrait donc avoir un comité central, donc à Washington, qui s'émeut un peu plus de la Chine si la situation sur place continue d'être compliquée. Mais je ne pense pas que ce soit une question de calendrier, puisque je pense qu'ils tiennent à baisser les achats d'actifs, soit en novembre, soit en décembre. Ils pourraient régler éventuellement sur les modalités, sur le rythme de baisse des achats d'actifs. Et surtout, je pense que c'est là où ça pèserait le plus, c'est sur la première hausse de taux. Mais de toute façon, à mon avis, on parle sur pas de hausse de taux avant 2023, à mon avis, même si, ça va être la subtilité cette semaine, le graphique de points risque de montrer une hausse de taux dès 2022, à cause du poids des membres régionaux de la Fed, qui sont plus nombreux et donc ils ont plus de points, même si, in fine, dans les décisions, ce n'est pas eux qui prennent les décisions plus importantes, c'est au final vraiment le comité de Washington DC. Mais globalement, vous dites, malgré ces points d'attention pour la Fed, que ce soit au Congrès, à Washington ou que ce soit en Chine, vous dites,
elle ne doit pas dévier quand même du voyage qui nous emmène vers un tapering d'ici la fin de l'année. Ce serait inquiétant, même dans une certaine mesure, que la Fed revienne sur cette esquisse de calendrier. Tout à fait, et la Fed a vraiment passé ces derniers mois à baliser quelque part l'autoroute. Ça a été d'ailleurs très bien balisé. Jérôme Powell a fait un très bon boulot de communication. Ça serait étonnant que pour des questions de déboire financier en Chine, que la Fed se mette à dévier. En reprenant votre analogie, je pense que voilà, le système financier chinois est beaucoup plus fermé que le système financier à l'époque américain, qui était beaucoup plus d'ailleurs lié au système financier européen. Donc il y a quand même des proportions à garder, notamment sur les risques systémiques mondiaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a potentiellement des risques sur place propres à l'économie chinoise. Bon, à propos de risques géopolitiques, en l'occurrence mondiaux, alors notons que ce sera une semaine intéressante parce que c'est l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui va débuter avec beaucoup de discours. Joe Biden s'exprimera notamment plusieurs fois à la tribune au cours de cette semaine. Alors sur des sujets géopolitiques, sur les sujets pandémiques, sur la question du climat également. On est à un peu plus d'un mois maintenant de la prochaine COP, la COP 26 qui se tiendra à Glasgow. Mais je voulais peut-être un petit commentaire de votre part, Thomas, sur alors l'affaire des sous-marins, mais prenons le point de vue américain et ce partenariat stratégique autour de Washington, Canberra et Londres dans cette zone Indo-Pacifique, pour ainsi dire, une zone d'influence chinoise de plus en plus aujourd'hui, qui montre bien ce qu'on disait déjà il y a une semaine ou deux, après le coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. Attention à ce que la compétition forte entre les deux grandes zones économiques ne dérive pas en conflit. C'est ce qui était ressorti du coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. C'est vrai que quand on voit les pions se mettre en place, on se dit que c'est une hypothèse qui n'est pas totalement nulle. Tout à fait. Donc on a deux choses. On a une certaine nervosité à l'égard de la Chine des investisseurs étrangers, à cause de la situation économique et financière sur place. Et s'ajoute à cela, en effet, un bruit géostratégique, un bruit qui monte. Parce qu'en effet, il y a eu cet appel entre Xi Jinping et Joe Biden. Alors, on ne sait pas d'ailleurs s'il y avait, vous savez, il y a eu l'histoire de cette invitation. Est-ce qu'il y a eu une invitation ou pas qui aurait été refusée par la Chine? Mais en tout cas, quand on lit le communiqué, notamment si on le lit entre les lignes, on sent quand même une tension sous-jacente qui est réelle. Et maintenant, on voit en effet cette nouvelle alliance avec l'Australie, qui est aussi se met en place et fait écho aussi quelque part à une course à l'armement, puisque c'est ça dont il s'agit. Il y a des dépenses d'armement qui sont en forte augmentation dans la région et de la part des partenaires des États-Unis. Donc en effet, tout ça contribue quand même à un sentiment un peu de perplexité par rapport à la situation chinoise, puisque au bruit économique et au bruit financier, et en l'occurrence dans le secteur immobilier chinois, s'ajoute ce bruit géostratégique, et ça sera en effet intéressant de voir et de lire entre les lignes ce que disent les États-Unis lors de ce congrès des Nations Unies. Bon. Tous ces éléments se reflètent sans doute en partie dans la séance du jour aujourd'hui, des investisseurs globaux qui sont un peu tétanisés par ces incertitudes qu'on a pu décrire avec vous, avec des marchés actions en Europe, on le rappelle, à mi-séance, qui baissent fortement de plus de 2%. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui était avec nous à distance depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.